la première pandémie documentée de l'histoire. En 430 avant Jésus-Christ, Athènes est à son apogée, c'est le siècle de Périclès, quand la maladie s'empare de la ville. Thucydide, auteur de la guerre du Péloponnèse, la contracte et en décrit les symptômes. Fièvre, soif dévorante, taches sur le corps. On la nomme peste, mais en réalité on ne sait pas de quel virus il s'agit. L'historien raconte surtout ses conséquences. C'est devenu un modèle parce qu'il décrit la façon dont une ville, une contrée, assaillie par l'épidémie, perd ses critères, elle perd ses repères. Il y a une désorganisation, une débandade qui est morale et religieuse. On ne croit plus à rien, ou au contraire, fiévreusement, on cherche n'importe quelle divinité pour lui rendre un culte. D'après Thucydide, le mal proviendrait d'Éthiopie, serait passé par l'Égypte, avant d'atteindre l'Europe et plus particulièrement la Grèce. C'est donc tout le monde connu de l'Antiquité qui est alors touché. Les témoins parlent d'épidémie et se posent la question de la disparition du genre humain. Donc quelque part, il y a déjà l'idée qu'une épidémie met en cause tout le genre humain. La maladie aurait considérablement affaibli la cité grecque, emportant un tiers de la population. D'après les historiens, elle marquerait le début du déclin d'Athènes. Elle n'a d'espagnol que le nom. Si la grippe de 1918 est ainsi qualifiée, c'est parce que l'Espagne de l'époque n'est pas soumise à la censure de la guerre. Sa presse est donc la première à faire état de nouvelles alarmantes. Des milliers de personnes sont touchées par la grippe et en meurent subitement. Tout le problème des virus grippaux, c'est d'arriver à se transmettre et à s'adapter à leur hôte. La plupart du temps, ces virus grippaux circulent dans un monde animal. Mais de temps en temps, ils passent à l'homme en vertu de modifications, d'adaptation du génome, de sélection de traits qui leur permettent de survivre. La grippe espagnole viendrait en réalité d'Asie, mais c'est à Fort Riley, dans un camp d'entraînement du Kansas, constitue son point de départ en février 1918. Des milliers de soldats américains s'embarquent alors pour la France pour soutenir les Alliés contre l'Allemagne. Certains meurent de la grippe pendant la traversée, mais d'autres portent le virus jusqu'au champ de bataille. La maladie trouve alors un formidable vecteur d'expansion, la guerre. La grippe s'est transmise très très facilement dans les tranchées et ensuite à l'arrière, aux familles. Et la deuxième vague, qui a commencé plus tard, en août 1918 exactement, a été beaucoup plus grave et plus mortelle que la précédente. Parmi les malades, le peintre autrichien Egon Schiele, qui décède le 31 octobre, et le poète français Guillaume Apollinaire, mort 10 jours plus tard. Quand la pandémie s'éteint en avril 1919, le bilan est effroyable. La grippe espagnole a tué plus de 20 millions de personnes en Europe et jusqu'à 50 à travers le monde. C'est bien plus que la Première Guerre mondiale et ses 18 millions de victimes. C'est la grande faucheuse du 19e siècle, mais au début, on s'en méfie peu. Quand le choléra apparaît en France, la bonne société est convaincue qu'elle ne touche que les pauvres, les sales et les incultes. Le président du Conseil, Casimir Perier, rend ainsi visite aux malades de l'Hôtel-Dieu le 6 avril 1832. Quand il succombe à son tour, quelques semaines plus tard, on comprend que le fléau frappe sans distinction. Diarrhée intense, vomissements. La déshydratation est telle qu'elle peut transformer un individu en cadavre en 48 heures. C'est d'ailleurs ce qu'ont décrit tous les témoins, voir tout d'un coup un cadavre vivant, avec les yeux enfoncés dans les orbites, avec la peau rétractée, avec une lividité cadavérique qui s'instaure très rapidement, avec des plaques bleuâtres aussi sur la peau, et qui déclenche chez l'observateur une peur bleue, expression qui est restée proverbiale. La peur bleue se répand surtout dans les grandes villes où le système des eaux est insalubre. Endémique depuis plusieurs siècles dans le delta du Gange, le choléra gagne la Russie en 1830, puis toute l'Europe occidentale.
Des émigrés irlandais et espagnols l'emmènent jusqu'aux Amériques, où là aussi il fait des ravages. Bilan global, plus d'1 million de morts. Il y a deux phénomènes qui ont joué. C'est premièrement l'augmentation démographique, le fait que les villes deviennent des métropoles où il y a un certain entassement dans des conditions en plus d'hygiène défectueuses, mais ça continuera et ça s'amplifiera au cours du 19e siècle, mais aussi parce que, toujours en raison des transports accrus, le choléra va arriver d'Asie, plus exactement des bords du Gange. La maladie n'en finit pas de sévir dans les pays où les égouts fonctionnent mal. Récemment, Haïti, le Mozambique et le Zimbabwe ont été victimes de la 7e pandémie de choléra. Des ganglions dans l'aine, les aisselles ou le cou, qui par le sang gagnent bientôt tout le corps. Voici les symptômes de la peste noire qui ravage l'Europe au Moyen-Âge. Une fois infectées, les victimes sont promises à la mort dans d'atroces souffrances. À l'époque, on ne sait pas encore que la puce du rat peut contaminer l'homme. L'homme qui devient à son tour vecteur de la maladie. La peste peut se transmettre d'homme à homme par les postillons, par la salive, par l'air infecté. Et c'est une forme beaucoup plus grave, doublement. D'abord parce qu'elle atteint très rapidement le poumon, et deuxièmement parce qu'elle est beaucoup plus contagieuse, et la peste se transmet très facilement, en particulier lors des veillées mortuaires qui assemblent la famille et le voisinage autour du cadavre. La peste bubonique n'en est pas à son premier massacre. Au VIe siècle, elle a déjà sévi dans le bassin méditerranéen et affaiblit considérablement l'Empire romain. Moins de 1000 ans plus tard, elle traverse les continents, favorisée par le déplacement des hommes et des marchandises sur les pistes caravanières. Au Moyen-Âge, il semble qu'elle soit née quelque part en Asie centrale, un continent alors peu connu. Mais elle arrive très très rapidement à Constantinople, la mer Noire, et ensuite elle se répand très facilement dans les pays méditerranéens. Dans la mesure où le mode de transport du commerce et des voyageurs est essentiellement par la mer, par cabotage, la peste se déplace suivant les ports et finalement, à cette époque, atteint beaucoup moins l'intérieur des terres. En 5 ans, la maladie emporte entre 25 et 40 millions de personnes, soit un tiers de la population européenne. Cette mortalité marque durablement les esprits, d'où l'effroi quand la peste ressurgit à Marseille en 1720 ou aujourd'hui dans certains pays d'Afrique. Au début des années 80, on l'appelle le cancer gay parce qu'il touche principalement la communauté homosexuelle. Mais bientôt, d'autres catégories de patients sont atteints par la maladie comme les hémophiles ou les héroïnomanes. Le 5 juin 1981, le Centre épidémiologique d'Atlanta aux États-Unis alerte le monde médical, insistant sur la déficience immunitaire des patients. Le virus loge au creux du système immunitaire et dans les cellules mêmes, les lymphocytes, qui sont supposés lutter contre les infections. Le sida se manifeste donc par des infections tous azimuts, donc des encéphalites, des pneumonies, au fond des infections qui peuvent toucher tous les organes et qui expliquent que dans les premières années, la survie était en moyenne de 2 ans. En 1983, une équipe de chercheurs de l'Institut Pasteur identifie le VIH, virus de l'immunodéficience humaine. Mais la bataille ne fait que commencer. Originaire du centre de l'Afrique, le sida se répand sur tous les continents, favorisé par les mouvements de population et la prostitution. Ces 2 voies de transmission sont le sang et les sécrétions sexuelles. Ses victimes, des jeunes du monde entier. Au plus fort de la pandémie, dans les années 2000, 2 millions de personnes succombent chaque année du sida. Et ça a été la découverte que l'Afrique était plus médicalisée qu'on ne le croyait. En particulier avec une énorme fréquence de petites injections, de petites transfusions, avec du matériel pas stérilisé, ce qui fait que paradoxalement et tristement, des campagnes de vaccination ont pu par exemple propager le sida.
Aujourd'hui, les traitements antirétroviraux ont nettement réduit la mortalité. Près de 38 millions de patients vivraient avec le VIH. Mais dans plusieurs pays, certains ne connaissent pas leur statut sérologique et donc ignorent la maladie, quand d'autres ne sont simplement pas traités.